Bonjour, aujourd'hui mardi 2 mars, nous voici dans la séance numéro 14, après 2 semaines d'interruption. Alors, nous avions vu dans les séances précédentes, séances un peu trapues peut-être, mais nous avions essayé de présenter les deux grands cadres d'analyse de référence en sciences économiques pour le chômage, l'analyse dite classique ou néoclassique plus exactement, qui mettait en avant un chômage un chômage volontaire, pardon, ça commence mal, un chômage volontaire, une zone d'équilibre de plein emploi, hein, vous savez, conditionné au taux de salaire sur le marché, et où le plein emploi était la norme et le chômage l'exception, et encore un chômage involontaire, donc qui n'était pas en soi un déséquilibre économique, c'est tout simplement le fait que les agents économiques ne souhaitaient pas travailler aux conditions du marché. Donc il n'y avait pas de problème, il fallait respecter leur choix dans une société de liberté. Et le chômage keynésien, qui était lui un chômage par insuffisance de la demande effective, donc un chômage lui, involontaire, et qui reposait sur des anticipations des entrepreneurs, qui amenaient un niveau de production et un niveau d'emploi qui ne correspondait pas avec le plein emploi au sens ordinaire de la main-d'œuvre disponible. Et donc on avait deux grands cadres de référence qui se présentaient finalement comme les deux branches d'une alternative, chômage classique ou bien chômage keynésien, avec donc un ou exclusif entre les deux. Et en fait, ce qu'on va essayer de montrer dans plusieurs séances à venir, c'est que dans les années 70 en particulier, et 80, ce cadre a paru un peu étroit. Cette idée qu'il fallait, qu'on était sommé de choisir finalement son camp entre l'une ou bien l'autre des explications, ont éveillé un peu des soupçons, et finalement, on va voir ici des tentatives pour donc dépasser cette alternative entre chômage classique et chômage keynésien. Et donc, on va mener ça en partant de l'idée que dans les faits, hein, c'est ce qui va nous guider aujourd'hui, plutôt une analyse descriptive, hein, dans les faits, le chômage est un phénomène pluriel. Nous avions déjà rencontré cette idée en disant qu'il y avait dans le premier paragraphe, hein, plutôt historique, qu'il y avait non pas un chômage, mais des chômages. Donc c'est cette idée que nous allons continuer à exploiter, mais d'une autre façon. On ne va pas répéter le grand terme, hein. On va le présenter de façon différente et complémentaire. Et donc, tout d'abord, on va regarder de façon factuelle, en prenant le taux de chômage, en prenant le chômage très globalement, hein, d'un point de vue très macroéconomique, en prenant l'exemple de la France, on prendra quelques exemples européens, mais le but n'est pas de faire un tour exhaustif du chômage dans le monde, ce ne sont que des illustrations ici ou là pour les idées. Alors, l'idée qu'on peut visualiser dans ce premier graphique, donc qui vous pointe le taux de chômage en France, donc au sens du BIT, c'est-à-dire être sans emploi pas même une heure, être disponible immédiatement pour prendre un emploi si vous en trouvez un, et effectuer des démarches effectives de recherche d'emploi, hein, vérifiables, mesurables, objectivables. Donc si on pointe le ratio entre le nombre de chômeurs au sens du BIT et la population active, hein, qui est le solde de la population totale moins la population inactive, les actifs étant ceux qui exercent ou qui cherchent à exercer une activité professionnelle rémunérée. Donc vous formez ce ratio en pourcentage, et vous voyez alors dans un premier graphique, parce qu'il est assez difficile d'avoir des séries très longues là, hein. Donc on va reconstituer le temps avec façon mosaïque un petit peu, avec 2-3 graphiques. Et donc sur la période qui va à peu près de 85 à 2003, hein, de 55 pardon, à 2003, donc l'intérêt c'est que ça vous prend assez tôt, quoi, dans les 30 glorieuses, finalement passer la reconstruction, hein. Donc vous voyez des taux de chômage qui extrêmement faibles, hein,
dans les 30 glorieuses, la partie grisée. Vous voyez même que tous les rapatriés d'Algérie ne font même pas scier le taux de chômage. Ça donne le vertige par rapport à la situation d'aujourd'hui, où des fois avec 2-3 immigrés on commence à avoir des malaises. Donc vous voyez là, prenez la dimension du phénomène du rapatriement en 62. Vous voyez aussi que le chômage, la partie en rouge rosé là, le chômage décolle un petit peu avant la crise, ou disons ce qu'on appellera la crise de 74. Alors le chômage démarre, c'est-à-dire qu'il passe de 1 à 2,5% de taux de chômage. Donc aujourd'hui, avec 2,5% de taux de chômage, ce serait le plein emploi, on créerait même la pénurie d'emploi. Il y aurait des pénuries sectorielles d'emploi. Alors à l'époque, ça agace un petit peu la population, mais en fait c'est un chômage un petit peu d'adaptation, un chômage, une sorte de chômage un peu frictionnel, on dira, d'ajustement. Et il y a sur la fin des années 60, c'est là où les 30 glorieuses sont les plus glorieuses, il y a une modernisation assez forte de la société française, et donc cela se traduit par ici ou là des temps un petit peu plus longs pour adapter la main-d'œuvre, les qualifications aux nouvelles exigences de cette modernité économique et sociale. Bon, vous voyez qu'on arrive à peine à un palier de 3%, hein, donc il y a vraiment pas le feu à la maison, même si sur le graphique on a l'impression d'une montée, là, la courbe rose, quoi. Ensuite, vous voyez que avec le début de la crise, donc la pente en jaune, là, la courbe monte assez sûrement, hein, passe par un maximum relatif dans les années 86-87, une décrue, hein, et puis vous avez à nouveau une remontée du chômage, et on retrouve la période avant 2002, donc de sinistre mémoire, où, mais malgré les 35 heures et tout ce qu'on en a dit, on voit que le chômage plonge. Ça faisait longtemps, ça faisait près de 15 ans qu'on n'était pas repassé sur des niveaux de chômage autour de 8%. Et ensuite, donc, les choses se compliquent à nouveau. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Pas uniquement vous commenter, ça monte, ça descend, mais encore que ce soit intéressant de mettre le phénomène en perspective, c'est qu'en fait, on a dans ces années-là des phases de conjoncture assez différentes, avec des politiques économiques extrêmement différentes, et en fait, on s'aperçoit que comment dire, les phases de la conjoncture ne correspondent pas avec les fluctuations du taux de chômage. Les deux phénomènes sont indépendants, donc il y a bien des moments où la conjoncture est dynamique et le chômage va refluer, mais des moments où la conjoncture a beau être dynamique, le chômage ne reflue pas, hein. Dans les années 70, enfin fin 70, hein, vous avez un plan des politiques qu'on appelle le stop and go, c'est-à-dire vous avez des politiques de go, des politiques de relance favorables à l'emploi, vous avez des politiques un peu plus de freinage de l'activité, et donc comme ça on enchaîne deux phases, relance Chirac, plan Fourcade, Raymond Barre, relance en 81 Mauroy, et voyez que finalement, K1KA relance ou politique inverse, la courbe du chômage, par exemple en jaune, suit son bonhomme de chemin. Donc ce sont des années où on se dit, où l'analyse keynésienne du chômage, elle semble un petit peu finalement en panne, et dire que le chômage est dû à une insuffisance de la demande, ça semble être un peu court. C'est intéressant, mais ça semble être un peu court, puisque même quand on relance cette demande, le chômage continue sa progression et son bonhomme de chemin assez sûrement et atteint des niveaux, vous voyez, pratiquement 11%, comme il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas connu. Hein, voilà. De la même façon, les évolutions, pour parler de l'autre grande grille d'analyse du chômage classique, par un excès de coût du travail, eh bien, les évolutions du coût du travail ne correspondent pas aux fluctuations du taux de chômage, dont les explications en termes de chômage classique sont un peu courtes, puisque, par exemple, depuis, en gros,
la fin des années 70 et la politique sous Valéry Giscard d'Estaing de Raymond Barre, hein, la France n'a cessé finalement, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, hein, n'a cessé d'exonérer de charges sociales ici, là, pour telle ou telle raison, pour abaisser le coût du travail. Et bon, finalement, mis à part creuser les déficits sociaux, on s'aperçoit que le chômage n'est peut-être pas insensible complètement, mais enfin, il n'y a pas de liaison, sinon ça se verrait, sinon on serait quasiment au plein emploi si la réduction du coût salarial, par exonération de charges comme on l'a fait, ou en 83 par les politiques un peu plus de rigueur, eh bien, on ne voit pas qu'elles ont produit un effet. On a l'impression que les phénomènes de taux de chômage et des politiques un peu plus d'austérité sont aussi complètement découplés. Donc, vous voyez ce que je disais au début, le fait que le chômage serait ou classique par excès du coût du travail ou keynésien par insuffisance de la demande, on a l'impression que ces analyses sont l'une et l'autre, hein, un peu courtes. Alors, ça veut dire qu'elles sont fausses, qu'elles ne contiennent pas une part de vérité, mais ça veut dire que les analyses qui postulaient que, avec toute l'analyse classique, on expliquait 100% du chômage, et avec l'analyse keynésienne, on pouvait expliquer 100% du chômage, ceci paraît intenable, puisqu'on a l'impression que ni l'une ni l'autre, finalement, n'arrive à donner quelque chose de relativement satisfaisant, au-delà de quelques petits bouts de chômage, quelques points de chômage qui semblent pouvoir être expliqués suivant les périodes par telle ou telle politique, et encore en étant un peu héroïque. Si on allonge un petit peu la période, c'est la même idée, mais continuer pour ne pas arrêter mon graphique à 2003, là vous avez plutôt les années 75 à 2016 à peu près, vous voyez, hein. Donc on retrouve la montée du chômage, mais je tenais à vous montrer quand même l'avant 75 et l'avant crise, hein. On retrouve donc la montée du début des années 70, de la fin des années 70, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et donc on voit le jeu des montagnes russes, et je serais bien en peine de vous superposer un graphique portant sur l'évolution des coûts salariaux ou un graphique portant sur l'évolution de la demande effective, si tant est qu'on puisse facilement la mesurer. On aurait des graphiques qui seraient absolument décorrélés. Et donc, là encore, voilà cette idée que le chômage serait expliqué soit pour les uns à 100% ou pratiquement par l'analyse classique, ou pratiquement à 100% par l'analyse keynésienne, on retrouve une difficulté. Et ce qui fait qu'assez rapidement, ces analyses sont intéressantes, mais paraissent très très insuffisantes pour rendre compte d'un phénomène qui semble s'installer, hein, le temps passant, avec des flux et des reflux, mais enfin, en dessous d'un palier à 7%, au mieux, on semble un peu à la peine. C'est toujours pour la France, c'est pour que ce soit comparable. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est une photographie, c'est plus une évolution. Bon, certes, je vous parle de la France, mais c'est pour vous montrer quelques pays. Donc j'ai pris Eurostat là dans l'Union européenne, la photographie en 2017, juste pour rappeler que le monde n'est pas forcément la France, hein, c'est toujours bon de le rappeler, on est toujours un peu trop nombriliste peut-être, à croire que le monde est une grande France. En fait, vous vous rendez compte que même si on prend que la partie européenne occidentale, voilà, vous avez quand même des différences. Alors plus c'est vert foncé, plus vous avez des taux de chômage qui sont élevés, hein, comme l'Espagne ou l'Italie par exemple. Le vert clair on est en dessous. Ensuite, si vous allez sur du jaune foncé, on a le taux de chômage qui baisse, et sur du jaune assez pâle, on a des taux de chômage qui sont encore plus faibles. Donc on voit une disparité assez importante avec l'Europe. Si on compare avec les États-Unis, on peut avoir aussi des différences assez marquées. Le Japon, n'en parlons pas, mais vous vous souvenez, dans le paragraphe 1, on avait signalé que ces différences étaient des différences apparentes et que dans la réalité,
elles existaient, mais peut-être moins, avec une moindre amplitude, puisque on avait expliqué comment les différents pays appliquaient avec rigueur, hein, mais les critères du chômage au sens du BIT, et comment les Hollandais peut-être usaient, voire abusaient du statut de handicapé, ce qui mécaniquement dégonflait les chiffres du chômage, comment dans un pays comme la Grande-Bretagne, on avait un recours massif au temps partiel, ce qui avait pour effet, au sein des critères du BIT, de minorer très 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 largement le chômage. La France usait peut-être un peu des stages et des statuts mi-publics, les TUC pour les plus anciens d'entre vous, hein, les contrats emploi solidarité, enfin toute cette pléthore de statuts voilà, que certains considéraient comme étant uniquement des machines à déguiser un petit peu le chômage. Hein. Donc voilà, il y aurait des écarts si on refaisait une carte en corrigeant de tout ceci, où on aurait quand même des écarts, mais bien moins marqués. Et vous vous souvenez, on avait parlé de dire on avait dit qu'à côté de cette notion de taux de chômage, il y avait à prendre en compte la notion de sous-emploi, hein, puisque par exemple dans le monde britannique, tous ces gens qui officiellement, donc sans tricher, n'apparaissaient pas au chômage parce qu'ils travaillaient quelques heures dans la semaine, en fait, si on réintégrait leur situation économique et sociale existante, et bien à ce moment-là, ils étaient requalifiés mécaniquement comme chômeurs. Hein. Je dis souvent, quelqu'un qui travaille de façon contrainte à mi-temps, est-ce que c'est un travailleur à mi-temps ou est-ce que c'est un chômeur à mi-temps, hein? Et là, si vous répondez oui à la deuxième proposition, à ce moment-là, le temps partiel subi doit être réintégré dans le chômage. À côté du chômage, on arrive à la notion de sous-emploi. Et vous vous souvenez ce schéma avec trois sphères imbriquées qui nous avait permis de mettre en avant la notion de sous-emploi et à travers ce qu'on avait appelé le halo du chômage. Voilà, donc pour rappeler que même si je privilégiais l'illustration par le cas français, cela n'épuisait pas les situations diverses et variées, et peut-être donc moins variées que ce qui apparaît au premier abord. Si on prend un troisième graphique qui nous permet d'arriver au plus près de la situation présente, puisqu'on arrive sur la fin de l'année 2020, vous voyez, donc je ne peux pas arriver plus près, et on s'aperçoit, donc laissons tomber la partie très à gauche du graphique, et qui est la reprise du graphique précédent, hein, puisque c'est toujours pour la France, avec le même critère de mesure, l'INSEE, le chômage au sens du BIT, et vous voyez que finalement, depuis à peu près 2000, il y a un plateau là, 2013-2015, et que le taux de chômage, toujours avec le même critère, était quand même orienté significativement donc à la baisse. Alors, pour pareil, il faudrait corriger ceci du sous-emploi, hein, voilà, avec la perception des personnes, on vient d'en parler, mais enfin, bon, il y a quand même une tendance. Il y avait la même tendance, ça peut être haussier ou baissier, donc on ne va pas bouder son plaisir. Il se passe quelque chose aussi quand même dans la tendance baissière, même si ça baisse peut-être moins avec un gonflement du sous-emploi. Et vous voyez que avec la toute partie droite là, du graphique, vous avez la remontée brutale avec le confinement de mars l'an dernier, là, de mars-avril, début mai l'an dernier, et vous avez la retombée très rapide du taux de chômage lorsque l'on déconfine, voyez, et alors avec le deuxième confinement, avec le retour actuel depuis la toute fin d'année, il n'y a pas de remontée brutale finalement parce que eh bien, il n'y a pas une fermeture totale de l'activité économique, et puis aussi les démarches d'emploi sont moindres, voilà, parce que le climat n'est pas porteur. Donc actuellement, si vous voulez, tous les économistes qui travaillent sur le chômage disent que bon, il faut prendre la mesure du taux de chômage avec beaucoup de pincettes et de prudence. Il a
perdu de sa signification temporairement du fait de la conjoncture très très particulière. Et ce qu'on peut dire, voilà, on peut voir quand même le mouvement, et ce que figurent les remarques en rouge ici, c'est que on est à la fin de l'année 2020, au début 2021, avec un taux de chômage qui est à peu près celui que l'on avait un an avant, c'est-à-dire juste avant que l'on commence à parler du Covid, si vous voulez. Hein, donc voilà, ça on peut le dire. Voilà, hein, voilà. Donc là aussi, toujours avec ces trois graphiques chronologiques et ce petit spot photographique sur l'Europe en 2017, voir que le chômage expliqué, tous ces mouvements expliqués par le coût du travail à la mode néoclassique, ou le chômage expliqué uniquement par le côté la demande anticipée qui serait insuffisante, on se sent quand même un peu à l'étroit dans l'un et l'autre de ces deux costumes. Voilà. Et donc, comme souvent, c'est ça qui va appeler à ce que la recherche essaie d'aller de l'avant pour progresser dans la compréhension des phénomènes. Alors, avant que l'on aille, ce sera la semaine prochaine, vers ces tentatives de dépassement par l'analyse, continuons notre panorama de façon un petit peu différente et montrer ici que le chômage frappe inégalement les différentes catégories de la population, ce qui revient à parler de ce qu'on appelle dans le jargon des économistes, à parler de la sélectivité du chômage, comme si le chômage finalement choisissait un petit peu ses victimes, hein, si je puis dire. Alors, on a trois grands types d'inégalités face au chômage qu'on va suivre progressivement. L'inégalité par grande catégorie de la population, par des critères socio-économiques. On verra l'inégalité par type d'emploi. On reparlera un petit peu rapidement des emplois précaires. Pardon. Et troisième inégalité, l'inégalité selon la durée du chômage. Alors, regardons tout d'abord la première des inégalités. Alors, dans ce premier point, c'est l'idée que le chômage ne frappe pas les différentes catégories constituant la population active de la même manière. Et donc, on peut établir certaines distinctions. Alors, il y a toute une série comme ça. Quand on compare les taux de chômage, alors je n'ai pas compilé les statistiques parce que c'est un petit peu fastidieux. Enfin, tout ce que je vous dis est vérifiable. Par exemple, on va avoir une sélectivité selon le sexe. Alors les femmes en moyenne sont plus touchées que les hommes. Les taux de chômage féminins sont plus importants que les taux de chômage masculins, même si au cours du temps, il y a un rapprochement relatif quand même. Les différences sont un peu moins marquées. Alors c'est pas le caractère le plus glorieux de l'égalité homme-femme, mais enfin, déjà, on peut quand même le faire remarquer. Une sélectivité par âge aussi. Alors, on a le fait que le taux de chômage chez les jeunes est plus élevé que chez les adultes, et même que chez les plus âgés des adultes. Et donc, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on dit, que le chômage des jeunes est plus dramatique que le chômage des plus âgés, parce que les jeunes vont mettre du temps, mais pour la plupart, ils vont finir par trouver un emploi. Alors après, est-ce que c'est le bon, celui qui voulait, etc. Bon, mais trouver un emploi, alors que pour les plus âgés de la population active, ils ont peut-être des taux de chômage moindres, mais eux, au bout d'un moment, et souvent sur des âges de plus en plus jeunes, si vous voulez, eux, ils ne trouvent pas de travail, on leur objecte qu'ils sont trop vieux, et donc ils vont disparaître des statistiques du chômage par tous les systèmes, par exemple, de pré-retraite, ou tout un tas de dispositifs dans d'autres pays, et donc dégonflant ou les dispensant de recherche d'emploi, ce qui les fait sortir de la mesure du chômage. Et donc c'est tout l'enjeu de l'allongement des carrières, y compris pour les questions de retraite aussi, qui sont au bout. Donc sélectivité selon le sexe, selon l'âge, sélectivité aussi
suivant les secteurs d'activité, hein, des secteurs en plein essor, des secteurs en déclin, donc suivant le type d'activité, vous pouvez avoir par branche là, des taux de chômage plus ou moins importants. Je regarde un petit peu ma liste là. Il peut y avoir des différences aussi de sélectivité selon les régions. Alors, sélectivité géographique, on va dire. Ça peut être des régions, des départements. Parfois, c'est plus petit, c'est ce qu'on appelle des bassins d'emploi. Et donc, ça intéresse un peu, ou pas assez. Des fois, les économistes, il y a des zones de France où on est au plein emploi, complètement, sur l'équivalent d'un dixième d'un département. On va se trouver en situation de plein emploi. Par exemple, vous avez dans l'Ille-et-Vilaine, vous avez Arbitré, là, vous avez... qui sont l'objet d'une curiosité. Alors il y a des explications aussi comme ça, et donc on en reparlera, ça développe des tentatives d'expérience avec zéro chômeur, ou des tentatives de travailler les relations entre entreprises, créer des clusters, des bons clusters ceux-là, hein, voilà. Des clusters, c'est-à-dire des groupements industriels, des coopérations entre entreprises, et quand je dis industriel, c'est de services également. Et donc il y a des choses qui se passent sur certains territoires, alors que vous avez de l'autre côté des territoires qui sont des situations dramatiques, quoi, où les enfants se destinent pour beaucoup, sont être candidats au chômage, et ils n'ont jamais vu leurs parents travailler, et leurs grands-parents, ils n'en sont pas sûrs, hein. Voilà, donc il y a des contrastes extrêmement forts. Cela peut être pareil alors avec les dom-tom supérieurs, taux de chômage supérieur à la métropole, le critère aussi de la nationalité. Donc même si les statistiques sur ces critères-là sont un sujet un peu épineux, mais en gros le taux de chômage, d'après les mesures que l'on a, quoi, les taux de chômage des étrangers, c'est-à-dire des non-français, hein, est supérieur au taux de chômage des actifs nationaux français, et vous avez même, si on va creuser, des différences qui peuvent apparaître suivant les nationalités, les différentes populations. Voilà, donc avec une connaissance pas toujours extraordinaire, mais enfin il y a quand même des études qui, au-delà des débats sur les statistiques ethniques, nous montrent ça de façon assez nette, hein. Et par exemple, vous avez des différences assez marquées entre selon les origines géographiques des étrangers, entre européens et extra-européens, par exemple. Taux de chômage, sélectivité, surtout par le niveau de qualification. Alors là aussi, la rengaine catastrophique, à quoi ça sert de faire des études pour être chômeur après, voilà, toutes ces choses qu'on entend, sont assez dramatiques, puisque les taux de chômage par niveau de qualification sont assez imparables, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il suffit de traîner mollement année après année. Si vous redoublez 5 fois, ça ne fera pas de vous des gens qui échapperont au système du chômage. Vous avez bien compris, c'est pas l'allongement des études en soi, hein, mais un allongement une montée dans les qualifications, et pas uniquement une montée, c'est-à-dire une montée, on sait par exemple que au niveau des masters, des bac plus 5, on a à peu près les volumes qu'il faut. Alors après, est-ce qu'on n'a pas trop des uns et pas assez des autres suivant les spécialités? Je ne dirai rien pour pas froisser, mais voilà, on sent bien qu'il y a des formations qui produisent du Master 2 avec une insertion, des perspectives d'emploi assez hypothétiques, alors que d'autres secteurs manquent de ressources, hein, en main-d'œuvre. Mais par exemple, on sait qu'on a un creux sur les bac plus 3 à peu près. Voyez, donc les gens qui sortent avec un niveau licence et qui s'arrêteraient à ce niveau-là pour alimenter tout un encadrement intermédiaire, c'est d'ailleurs pour ça une tentative, enfin une des causes de faire passer les instituts universitaires de technologie, qui délivrent donc des DUT, des diplômes universitaires de technologie, de 2 à 3 ans. Hein, alors, avec l'idée, alors ils poursuivaient au-delà du DUT, mais souvent ils poursuivaient en visant plus souvent un master. Or là, on voudrait aussi créer de vraies poursuites d'études et des vraies insertions ensuite
à un niveau Bac+3, enfin c'est du moins le projet, hein, moi je ne vous vends rien là. Donc vous avez vu des articles qui ont parlé de ces choses-là, en présentant la réforme des IUT ou des proches qui sont dans ces filières-là. Et bon, avec les fameux, le DUT, c'est pas très heureux, je sais pas à quoi ils réfléchissent. Enfin, le DUT est devenu un but, voilà, un bachelor universitaire de technologie. Alors quand on le dit complètement, ça peut paraître, bon, voilà, mais le sigle, ça fait quand même but. Et donc, vous voyez les jeux de mots. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends un but. Bon, voilà, donc ça va être un peu compliqué pendant quelques temps à comprendre. Voilà, donc au-delà de la facétie malheureuse sur le vocabulaire, vous lirez peut-être des choses où en France on souffre un petit peu de gens qui sortent à niveau Bac+3 avec des vraies compétences et qui ont envie de s'insérer à ce niveau-là et pas uniquement aller poursuivre 2 ans de plus, parfois pour des choses intéressantes, mais parfois pour des enjeux assez hypothétiques. Voilà. Donc voilà, vous avez quand même une vraie sélectivité du chômage par niveau de qualification. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, l'industrie n'embauche personne si le moine ouvrier doit avoir un bac professionnel, un bac pro. CAP, BEP, c'est devenu, enfin, l'industrie, ils regardent pratiquement pas, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà, vous avez quand même le grand critère de sélectivité. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, je les ai égrenés un par un, le sexe, l'âge, la nationalité, la géographie, le secteur d'activité, le domaine d'activité, la qualification. Alors je les ai égrenés un par un, mais il faut voir que ces critères de sélectivité peuvent être cumulatifs. Alors vous avez un peu le triangle des Bermudes là du chômage, c'est si vous êtes une femme très âgée, sans qualification, d'origine étrangère, alors là, on voit grimper quand vous cumulez ça, hein, sans jeu de ma part, vous voyez grimper les taux de chômage de façon vertigineuse, et par contre, si vous faites le bon appariement, enfin celui qui est le plus favorable, vous voyez s'effondrer les taux de chômage, on est quasiment dans des secteurs, des âges, des qualifications, des profils où l'on manque de main-d'œuvre. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, autour d'une première présentation d'un mon petit tas qui était très global en termes de taux macroéconomiques. Voilà. En fait, il y a bien un déchômage et on essaie de regarder quelques critères qui pourraient être discriminants. Donc ça, c'est le premier critère, donc l'inégalité par grande catégorie de la population. Deuxième critère, alors que hop, je passe, voilà, l'inégalité par type d'emploi. Et donc on avait un petit peu parlé, je vais essayer de pas trop m'étendre, mais de rappeler certains points. Le chômage et l'emploi sont marqués par la montée un petit peu dans tous les pays avec des différences du phénomène de précarité. Hein. Donc c'est de ça dont nous allons parler. Alors, emploi précaire à différencier avec les emplois dits stables. Hein. Alors rappelez que la relation entre l'employeur et le salarié est formalisée par un contrat de travail, on en avait parlé. Hein. On parle beaucoup de marché du travail, mais il y a plus sûrement un contrat de travail qui est davantage le contrat, le mode de coordination des relations interindividuelles dans le domaine du travail. Et donc, ces contrats de travail sont régis par le droit du travail, c'est-à-dire l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, hein, et qui sont complétés par les conventions collectives, c'est-à-dire les accords conclus entre les syndicats de salariés et les représentants des employeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, alors on met de côté la fonction publique dans un premier temps, je vous l'avais dit, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui en France à peu près, si on prend le stock d'emplois, vous avez à peu près 80% des emplois qui sont en CDI, en contrat à durée indéterminée, et vous avez 20%
qui sont sous une forme dite précaire, c'est-à-dire l'intérim, les contrats à durée déterminée et tout le maquis des stages et statuts particuliers. Voilà. Donc ça, c'est la photo. Donc 20% précaire, ce n'est pas rien, mais 80% des gens qui sont en emploi à la photographie, à l'instant T, sont en situation d'être avec un contrat à durée indéterminée, dans le privé. Vous y rajoutez les fonctionnaires qui sont en grande partie, mais on va apporter quelques nuances aussi sur un contrat à durée indéterminée de fait. Et donc ça vous fait qu'il y a une structure de l'emploi qui est quand même majoritairement, ultra majoritairement marquée par des emplois dits stables. Mais pour le privé, déjà, vous avez 20% qui sont en emploi dit précaire, et savoir que si vous raisonnez en termes de flux, et non pas de stock, quand vous intéressez aux embauches, c'est-à-dire ceux qui vont rejoindre le stock d'emploi, quand vous intéressez aux embauches, eh bien elles se font, le chiffre est dans le miroir inversé, donc à 20% des embauches sur un CDI, et à 80% sur une forme dite précaire, intérim, CDD, et forme particulière type stage ou autre. Donc, vous voyez, 80-20 pour le stock, mais 20-80 pour les flux. Alors après, les emplois en CDD ou en intérim, pour certains, vont pouvoir être transformés en emplois stables, pas tous, mais enfin une bonne partie, et c'est ce qui fait qu'un flux et un stock complètement inversés dans les proportions peuvent être reliés, il n'y a pas de contradiction. Voilà, mais il faut un temps, plus ou moins long, suivant les moments, pour que le flux de précaires arrive à décrocher, pour une partie d'entre eux, une situation plus stabilisée. Donc, ça, alors vous voyez que cette précarité, on a souvent au début rigolé, comme souvent en France, on s'est moqué de nos voisins plus ou moins proches anglo-saxons, les Britanniques et les Américains, et pendant qu'on était en train de rigoler sur ce qu'on appelait les Mac jobs à l'époque, les emplois un peu qui nous paraissaient assez vulgaires et méprisables, pendant qu'on rigolait, on n'a pas vu monter la précarité en France alors on n'en est pas au niveau anglo-saxon, mais enfin qui avançait quand même de façon assez substantielle. Alors, voilà, je regarde un petit peu ce que je vous ai dit, pas dit, excusez-moi de me perdre du regard. Alors on avait parlé un petit peu voilà, de ces choses-là. Souvenez-vous, dans le premier paragraphe, on avait fait un historique là, donc des situations d'emploi par rapport à la pauvreté, etc., le chômage. Et donc, on avait, en gros, en 3 étapes, montré que les formes précaires, comme on dit aujourd'hui, étaient la règle donc au XIXe siècle, voilà, fin 18e au XIXe siècle, sortant du monde de paysans, passant pour les pays le plus marqués par la révolution industrielle, on était avec des formes qu'on appellerait aujourd'hui précaires, qui étaient la norme pour l'essentiel de la population. Et puis on avait montré comment, fin 19e et jusqu'aux années 1980, en fait, les luttes syndicales d'une part et les progrès dans la législation du travail d'autre part, c'était les 2 grands facteurs d'évolution, comment ces 2 facteurs avaient abouti progressivement donc à faire de la forme stable, le CDI, la situation normale et le recours à la précarité de plus en plus limité, et comment dans les 30 Glorieuses on avait décrit, je ne sais pas si vous vous souvenez, la norme d'emploi autour de l'emploi stable en CDI, avec une frange ultra minoritaire, rien à voir avec nos 20% ultra minoritaires en emploi dit précaire, où la figure de l'intérimaire, c'était une femme qui venait remplacer la secrétaire qui était enceinte, voilà. Alors qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont en intérim ne viennent pas remplacer des personnes qui sont en congé maternité. Ça se saurait, ne serait-ce que dans la démographie. On aurait une démographie, si à la hauteur des intérimaires, on aurait une démographie de pays du tiers-monde, en termes de naissance du moins. Donc, ce qui veut dire que l'intérim et les CDD ont été utilisés pour largement autre chose que les remplacements de courte durée pour dépanner. C'est devenu presque une gestion de l'emploi à part entière pour les employeurs, et même d'ailleurs pour certains salariés qui, dans certains cas,
il ne faut pas associer ça avec une situation dramatique. On dit précaire, précaire, mais c'est des fois c'est une situation choisie pour un petit nombre d'entre eux. On avait parlé aussi. Vous avez parlé des soudeurs, je crois, des chaudronniers, qui eux fonctionnaient très bien, un peu comme si étaient travailleurs indépendants, mais finalement ils sont salariés et ils utilisent l'intérim ou le CDD pour travailler presque quand ils veulent et où ils veulent et aux conditions où ils veulent. J'avais pris, je crois, ces deux professions comme des exemples types de gens qui ne pas associer précarité et difficulté en quelque sorte. Et puis dans les années 80, avec le durcissement, passé les décollages qu'on a vus, là, qui étaient assez limités finalement sur le chômage se durcit, s'approfondit, s'enquiste, s'installe, et comment depuis les années 1980, et la recherche d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de la production, eh bien, on voit se développer cette précarité qui devient non plus une marge d'ajustement pour des cas très particuliers, mais qui devient donc un mode de gestion à part entière et un segment, on dira, de marché du travail à part entière. Alors, je parlais tout à l'heure du 80-20, 20-80 là, sur les stocks et les flux d'emploi pour les emplois privés, mais faire une petite remarque, souvent on associe l'emploi public avec le fonctionnariat, l'emploi à vie, et ce genre de choses. Alors oui, pour une part de la fonction publique, c'est ça, mais il faut savoir que pour une part assez substantielle, vous avez l'État employeur qui utilise des formes d'emploi sous forme de vacataires, de contractuels, et des fois, alors, il peut y avoir un besoin de remplacement, des besoins ponctuels, des besoins non comblés parce que les formations ne sont pas encore finies face aux évolutions. Bon, voilà. Ok, ça ressemblerait un peu à nos emplois précaires de la fin des 30 Glorieuses, mais là aussi pour l'État, paradoxalement, c'est un mode de gestion à part entière, puisque l'État se permet de faire des choses qui, si un agent privé le faisait, il finirait tôt ou tard devant les tribunaux, et il perdrait sans coup, il serait condamné sans coup férir, puisque ici ou là, vous avez l'État qui utilise donc des contractuels et des vacataires, et surtout qui les fait rouler, c'est-à-dire que tous les 6 mois, 12 mois, 18 mois, par exemple, prenez un contrat type, et donc au bout de, voilà, quelqu'un vient, vacataire, pour 6 mois, 12 mois, et puis son contrat se termine, et puis on reprend la même personne ou une autre, ou on fait un jeu de Tetris, un petit peu comme ça, et donc vous avez de l'administration des besoins permanents qui sont couverts par une rotation pendant des années et des années et des années par des emplois précaires. Si vous faites ça dans une entreprise privée, dans une industrie par exemple, ou une activité de service, si ça arrive devant les tribunaux, vous êtes condamné en tant qu'employeur. Voilà, et là tout le monde, effectivement, et à juste titre, va trouver que ce comportement est scandaleux. Par contre, quand l'État le met en place, ça choque un peu moins, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, moi je suis enseignant et je vois très bien, dans un secrétariat d'un lycée, vous avez trois postes de travail qui sont d'ailleurs construits, qui sont aménagés, et vous avez 2 secrétaires permanents, permanentes, et puis tous les, de temps en temps, tous les 12 mois, alors des fois, l'État est aussi malin, donc la chaise reste vide pour pas que ça se voit trop, et donc comme ça vous avez la 3e personne du secrétariat dans l'établissement où je travaille qui roule. Alors elle vient, elle revient, puis des fois elle passe du secrétariat à l'intendance, et puis elle revient au secrétariat plus classique, administratif. Voilà, donc quand un industriel s'amuse à faire ça, il va lui en cuire. Et donc l'État employeur se le permet. Voilà, c'est le mauvais côté, si vous voulez, de l'État employeur. Donc il se crée aussi, pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour illustrer. Et donc par là même, vous voyez, s'il y a une personne au secrétariat d'un lycée, puis une personne au centre de documentation, là c'est les grands classiques, 50% de l'effectif est fait par un permanent et l'autre une personne qui roule comme ça tous les ans. Et donc, si vous voyez, sur un établissement scolaire, vous mettez 2 ou 3 personnes, la 3e dans les services
de ménage, d'entretien, de cuisine. Bon, et multipliez ça par tous les collèges et lycées de France, et vous allez au-delà de l'éducation nationale, dans les universités, et puis toutes les administrations. S'il y a la même chose, ça commence à faire un volant non négligeable. Alors c'est minoritaire bien sûr, mais là aussi on a, alors que l'image de la fonction publique est la permanence, le côté immuable, etc., vous avez un volant de précaire dans les emplois de la fonction publique. Voilà. Donc on retrouve à peu près le même phénomène. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas, malheureusement, ce n'est pas réservé au secteur privé. Et donc, on avait parlé également cette situation de précarité, surtout quand elle est subie et quand, revenez au point précédent, quand elle est subie par des personnes qui, de par l'âge, le sexe, la région, la qualification, sont les plus démunies sur le marché du travail. Donc, eux, au mieux, quand ils ont un job, c'est bien sûr sur le segment le plus précaire. Voilà. Et donc, on avait parlé de ceci. Cela peut amener, au-delà du problème économique, à des problèmes d'exclusion, de difficultés sociales. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait signalé les travaux de deux sociologues, l'un Serge Pogam et l'autre Robert Castel, qui, à peu près au même moment, avaient travaillé sur le précariat, hein, comme on dit pour parler de la situation des travailleurs précaires et de la pente vers l'exclusion que pour certains cela pouvait entraîner. Et Serge Pogam donc parlait de disqualification sociale et montrait par un processus, on avait parlé graduel, comment en perdant son emploi on pouvait perdre de plus en plus d'éléments qui font le lien social et se retrouver assez rapidement en situation d'exclusion sociale. Et à la même époque, Robert Castel faisait des travaux qui donnaient à peu près la même analyse, et lui, il proposait le concept de... j'ai perdu le concept. Voilà. Pogam, la disqualification, et Castel, cela me reviendra, la désaffiliation. Voilà, la désaffiliation. Donc c'est la même idée à peu près, c'est le exclu du travail vers l'exclusion sociale. Alors, plus ou moins, il décrivait le parcours complet le plus dramatique, mais si vous vous souvenez, c'était à propos de la mutation de la pauvreté qu'on avait parlé de ça, et de ce qu'on avait appelé le phénomène des nouveaux pauvres, hein, à partir du moment où le chômage devenait un petit peu dur et permanent dans la société. Et donc ces travailleurs précaires sont on le disait, donc le plus touché par la situation, la première inégalité, la première sélectivité par grande catégorie de population. Voilà. Alors, troisième critère d'inégalité, l'inégalité selon la durée du chômage. Alors en fait, l'idée ici, c'est que le chômage revêt une gravité donc différente selon qu'il est de courte ou de longue durée. En gros, pour résumer rapidement et simplement, si le chômage c'était un petit peu comme le jeu du pouilleux, hein, ce jeu de cartes, je crois que c'est un valet, je ne sais pas, c'est pas le valet de pique, chose comme ça. Et donc, le but c'est de se refiler, enfin de se passer un petit peu cette carte. Bon, si le chômage, en gros, si vous prenez la population active, donc incluant les chômeurs, hein, et que finalement on est chacun tour à tour au chômage un mois ou deux dans sa vie, ou 3 ou 4 même, hein, dans sa vie professionnelle, bon, mais finalement, en partageant la charge, en se repassant le pouilleux, c'est-à-dire la situation de chômage, 3 ou 4 mois de chômage dans sa vie, je ne sais pas, mais personne ne va crier au drame. Le problème, c'est que en fait, c'est un peu toujours les mêmes qui ont la carte dans la main et qui n'arrivent pas à la repasser au reste du corps social. Et donc, c'est ça l'idée. Alors, ce chômage, donc, si on le reprend pour sortir de cette métaphore, qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, je crois qu'elle est un petit peu éclairante, ce chômage de courte durée, donc sans gravité, hein, donc c'est ce qu'on va retrouver sous l'aspect du chômage frictionnel, hein, 3-4 mois, oui, si c'est le temps de passer des entretiens, de choisir, d'avoir des rendez-vous, de s'y rendre, de passer les processus de sélection.
Bon, il faut trouver les ressources pour vivre, mais 3-4 mois, c'est pas forcément dramatique. Voilà. Et donc, on est dans un chômage sans gravité, d'ajustement, frictionnel. Voilà. Mais on sent bien qu'avec les taux de chômage et le nombre de chômeurs aujourd'hui, les problèmes ne sont pas uniquement les mutations d'un emploi à l'autre. Donc le chômage frictionnel ne va pas réussir à expliquer le problème. Et par contre, ce qu'on voit, c'est à partir des années la mi-80, assez rapidement, on va même inventer les concepts donc, de chômage de longue durée pour désigner les durées de chômage supérieures à 1 an. Et puis assez rapidement, malheureusement, on va inventer le concept de chômage de très longue durée pour les personnes qui sont au chômage depuis 2 ans. Et donc là, vous sentez bien que plus le temps au chômage passe, plus, comme dit l'économiste, l'employabilité se dégrade, plus vous avez des trous dans le CV. Et donc les DRH, c'est ce qu'ils chassent, quoi. Ils suspectent. D'ailleurs, un des conseils qui est donné aux personnes qui se retrouvent au chômage, c'est d'essayer de faire quelque chose dans de l'associatif. Je sais pas, un comptable qui se retrouve au chômage, bon, mais il faut absolument qu'il essaie de se retrouver dans une association, alors pour avoir du lien social, mais surtout, si possible, trésorier ou trésorier adjoint. Comme ça, il continue à être en liaison avec la formation, la comptabilité, et donc il n'a pas vraiment un trou dans son CV, ce qui peut effectivement après être défendu devant un employeur pour montrer un dynamisme, une volonté de ne pas sombrer, et puis au-delà, objectivement, de garder un lien social et puis un lien un petit peu avec le monde dans lequel il était, vous voyez, par exemple, avec ça. Et donc, on a arrêté au bout d'un moment, parce que personne n'a osé proposer le chômage de très très longue durée, ça aurait fait plus au-delà de 3 ans, de très 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 longue durée, bon, je vais arrêter parce que le ridicule va l'emporter, si ce n'est déjà fait, et parce qu'on sent bien que des personnes en situation de chômage au-delà de 3, 4, 5 ans, bon, voilà, donc on a dit très longue durée, et puis on prend des mesures, quoi. Et voilà, l'idée c'est que voilà, plus ce chômage s'allonge, plus le temps passé au chômage s'allonge, et c'est une réalité, plus la qualification risque de se détériorer, et surtout dans des domaines où les techniques sont extrêmement évolutives, hein, ce qui à peu près correspond à 41%, 40%, voilà, hein, des chômeurs en France sont exposés à des situations d'employabilité dégradée par évolution très rapide des techniques du fait qu'ils soient en dehors de la situation d'emploi. Et donc là, c'est très difficile pour recoller au peloton, si on peut dire, des personnes en emploi. Et voilà, alors le fait que ce soit un handicap pour retrouver un emploi, on vient d'en parler. Et donc, ce qui fait que ce chômage, lorsque la durée au chômage s'allonge, hein, et donc on est sur 15-16 mois en moyenne pour le chômage en France, ce qui est quand même assez long. Voilà, on rentre tous dans la plupart des chômeurs rentrent en moyenne dans le chômage de longue durée. Et à partir de là, des personnes avec une employabilité finalement assez dégradée, ce qui veut dire que la probabilité de retrouver un emploi et de sortir du chômage assez facilement, bien cette employabilité se dégrade, hein, cette probabilité se dégrade lorsque l'employabilité se dégrade, mesurée entre autres hein, par l'allongement de la durée passée au chômage. Et donc ce type de chômage de longue durée donc, peut déboucher sur un chômage d'exclusion finalement, et on retombe dans la disqualification de Pogam ou dans la désaffiliation de Castel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été perçu, je ne vais pas y consacrer un paragraphe, on ne fait pas toutes les théories du chômage, hein, mais c'est ce phénomène-là de dualisation du marché du travail, de segmentation, comme ils ont dit, du marché du travail, l'idée que le marché du travail n'était pas unique, mais était fait de plusieurs segments, plus ou moins étanches, hein, les uns par rapport aux autres, c'est quelque chose qui avait été c'est assez remarquable parce que ils l'ont perçu alors même qu'on ne rentrait pas vraiment dans les périodes de fort chômage. 2 Américains, Piory et Derringer, en 1971, qui avaient produit une théorie de la segmentation du marché du travail. Et dans les années 71, on est encore en France dans la gloire de la gloire des 30 Glorieuses. Hein, mais cette première un petit peu montée du chômage d'adaptation lors des années 70
par les adaptations, les changements dus à un saut dans la modernité, eh bien, Pariori et Deringer avaient senti, et donc ils nous disent que, en fait, le marché du travail tend à se segmenter suivant les caractéristiques de la population. Et donc, en gros, il y a le segment des emplois stables, si on le fait en deux, vous voyez, et le segment des emplois précaires. Et donc, le fait, si vous êtes avec un CDI, que vous tombez au chômage, donc vous partez sur la case chômage, mais plus le temps passé au chômage s'allonge, plus le risque, c'est que vous ne puissiez que reprendre pied sur une partie ou sur un segment du marché du travail avec un emploi précaire. Alors, faute de mieux, c'est toujours bien sûr, mais le risque, c'est qu'ensuite, vous restiez sur ce segment de marché du travail, et donc comme si la membrane qui séparait le segment des emplois stables des emplois précaires était poreuse dans un sens, du stable vers le précaire, mais était beaucoup moins poreuse du compartiment précaire vers le compartiment stable. C'est ce qu'on observe. Hein. Il est plus facile de perdre un emploi et au mieux de retrouver un emploi en CDD ou en intérim, et c'est plus difficile quand on est en situation d'intérim ou de CDD de repasser sur le segment du CDI. Et donc, vous avez comme ça des logiques, des phénomènes qui ne sont pas entièrement réversibles, ce que les économistes, enfin, les biologistes aussi appellent des effets d'hystérèse. C'est-à-dire quand la cause cesse, le phénomène peut rester. Et donc, vous avez comme ça l'idée d'un marché du travail qui se segmente. Et donc, je crois, en terminant cette séance là-dessus, ça montre bien l'idée que j'avais annoncée, je crois, au début de la séance, qu'il y avait non pas un, mais des chômages, et d'ailleurs, idée qu'on avait présentée dans le grand 1 progressivement, dans ce parcours historique. Donc voilà pour cette séance première, plutôt factuelle. Hein, on n'a pas travailler sur énormément de théories. Et par contre, c'est la semaine prochaine que nous verrons comment ces remarques que nous avons produites ici ont alimenté très tôt des années fin 70, années 80, ont alimenté des réflexions et comment la théorie économique a essayé de tenter un dépassement de cette exclusive que je vous présentais au début entre analyse entre un chômage dit classique ou néoclassique d'un côté, ou bien chômage keynésien. Et nous verrons comment donc ces théoriciens, français en grande partie, mais pas que, vont tenter de produire une analyse qui permettrait de dépasser cette opposition frontale exclusive, un petit peu stérile, en tout cas inopérante, pour rendre compte du phénomène étudié du chômage. Alors c'est quand même le but essentiel d'une théorie, c'est d'avoir quelque chose à dire pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons, que ce soit la théorie en physique, en biologie, en mathématiques et modestement en sciences sociales, mais je crois qu'il ne faut pas y renoncer au côté, ou à la volonté d'être le plus scientifique possible, ne serait-ce que pour clouer le bec aux charlatans et aux diseurs un peu de bonne aventure qui ne manquent pas de prospérer. Nous le voyons malheureusement à travers l'exemple du Covid, de certains médecins et scientifiques qui ont complètement rabaissé le drapeau et qui s'assoient sur tous les canons de la science, pourtant plus solides que chez nous. Ils sont dans des sciences dites dures. Et voilà, vous avez eu malheureusement depuis les mois passés des exemples toujours plus dramatiques. Donc on essaiera de voir comment on peut essayer de faire œuvre scientifique, même si ce sont des sciences humaines, des sciences sociales, et comment certains vont essayer de nous amener à dépasser cette opposition entre deux analyses exclusives qui, au regard des faits, paraissent assez peu explicatives, assez inopérantes. Voilà, donc ça c'est le menu de l'heure de mardi prochain, donc mardi 9 mars. Bien, donc à bientôt et portez-vous bien.